Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer par exprimer quelques excuses par rapport à cet exposé. D'abord, je ne parlerai pas de la cuisine marocaine, ce qui est très grave, puisque c'est une des meilleures cuisines du monde. Deuxièmement, mon propos ne sera peut-être pas aussi récréatif et divertissant que vous l'attendez. Troisièmement, ça sera un exposé plutôt franco-français, sans comparatisme, parce que, comme vous le savez, la cuisine française s'est acquis une certaine notoriété, et cela d'ailleurs depuis très longtemps, depuis le milieu du XVIIe siècle. Ça a continué au XVIIIe, et finalement il y a eu, on peut appeler cela la naissance de la gastronomie au début du XIXe siècle. Qu'est-ce que la gastronomie? C'est la jonction entre des cuisiniers qui écrivent des livres de cuisine et puis des critiques gastronomiques qui évaluent la cuisine et qui essaient de l'inscrire dans la culture, en fait. Alors pourquoi avoir choisi de vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu incongru? En fait, c'est un exemple, ce pourrait en être un autre, qui me semble éclairant parce que cette innovation, la nouvelle cuisine, a peiné finalement à s'inscrire dans la culture, à s'imposer, et elle n'a pu le faire qu'au bout de cheminements à la fois tortueux et surprenants. Lorsque les deux critiques gastronomiques français, Henri Gault et Christian Millau, publièrent leur premier guide culinaire en 1972, ce qui allait devenir le célèbre guide gastronomique Le Gault et Millau, ils suscitèrent un grand engouement pour ce qu'on a appelé alors, dans les années 70, la nouvelle cuisine. Cette nouvelle cuisine prônait la valorisation des produits et le respect des saveurs propres à chaque aliment. Or, il se trouve que ces deux critères, le respect des saveurs, la valorisation des produits, c'étaient les deux critères sur lesquels s'était fondée la cuisine française au milieu du XVIIe siècle. Ensuite, il y avait eu une longue polémique entre 1739 et 1749 sur ce qu'on désignait déjà au XVIIIe siècle comme la nouvelle cuisine. On comprend donc, dès lors, que lorsqu'on parle d'innovation, il considère de regarder toujours dans le rétroviseur, c'est-à-dire de réfléchir sur le temps long. Les polémiques sur la nouvelle cuisine au XVIIIe siècle et au XXe siècle s'inscrivent dans un horizon bien français, où toute innovation culturelle a produit à chaque fois de violentes résistances. Avant d'aborder le thème de la cuisine, il me semble utile de rappeler très brièvement ce contexte historique particulier. En France, l'affichage du nouveau est depuis longtemps un vrai sport national. Il en est résulté des querelles, on en a parlé hier avec Philippe Roger, on en a parlé ce matin, avec cette première querelle qui est celle de l'affrontement entre les anciens et les modernes à la fin du XVIIe siècle. Ceux qui prônaient les auteurs de l'Antiquité, ceux qui préféraient s'intéresser aux écrivains contemporains du siècle de Louis XIV. Ce débat s'est poursuivi avec la querelle d'Homère. Et au milieu du XVIIIe siècle, une autre querelle importante à propos de la musique, où on opposait la musique française à la musique italienne. C'est la querelle des bouffons, c'est-à-dire des venus d'Italie, et qui ont fait découvrir une nouvelle musique dans laquelle Jean-Jacques Rousseau, qui était un grand spécialiste de musique, voyait toute une promesse d'avenir, et il pensait que cette musique italienne allait enterrer complètement la musique française. Autre controverse peut-être la plus intéressante, peut-être pour nos débats, c'est celle qui concerne la néologie, c'est-à-dire la langue. Il a été question de la langue, d'ailleurs, avant-hier. Eh bien, il était question de savoir si on pouvait créer des mots nouveaux.
Les puristes voulaient préserver la langue épurée, qui était la plus belle conquête à leurs yeux de l'époque classique. Les modernes plaidaient au contraire pour une langue ouverte aux mots techniques, scientifiques, philosophiques. Ils plaidaient pour des emprunts aux langues régionales, aux langues étrangères, c'est-à-dire pour une langue aussi qui redonne aussi une place aux mots anciens, aux mots du XVIe siècle, ceux de Montaigne, que le classicisme avait censurés. C'est-à-dire que les puristes voulaient tout fixer au siècle de Louis XIV, un moment où la langue et la littérature auraient atteint leur point d'excellence. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'inventer un moment insurpassable est toujours le meilleur moyen de tout figer, de tout immobiliser. Nous avons là, avec ces puristes dans la querelle néologique, qui renvoie au siècle de Louis XIV comme un absolu indépassable, nous avons là un bel exemple dans le champ culturel de la structure permanente, et on pourrait dire pathologique, de ce qu'on peut désigner en général comme le traditionnalisme antimoderniste. Il consiste toujours à désigner une période comme une référence absolue dont on ne saurait dévier sans entrer en décadence. On retrouve cette même attitude, comme vous le savez, dans tous les fanatismes politiques et dans tous les intégrismes religieux. L'affrontement culturel entre les anciens et les modernes n'eut jamais de fin en France. Il y a eu des batailles rangées, on passe son temps à se battre pour des enjeux culturels. Par exemple, la bataille, justement, celle bien nommée, la bataille d'Hernani, quand Victor Hugo défend le drame romantique et les gens s'empoignent au théâtre français. Ensuite, un chahut énorme lors de la création du Sacre du Printemps au théâtre des Champs-Élysées en 1913. Ou bien lorsque Buñuel présente un chien andalou au studio des Ursulines, il y a des manifestations et les gens se tapent dessus littéralement. Déjà, la querelle des bouffons avait fait, comme dit Rousseau, un tapage de chiens. Mais c'est dans les années 60 et 70 du XXe siècle que s'affirma avec le plus d'insistance un thème moderniste qui sembla à un moment tout submerger avec, comme vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, le nouveau roman, la nouvelle vague au cinéma, la nouvelle critique. La notion de modernité fut alors et pour longtemps au cœur de tous les débats. Elle avait certes des fondements sérieux et tout à fait légitimes, mais elle s'accompagna aussi, rétrospectivement, de quelques excès. C'est alors, donc un peu après toutes ces choses nouvelles, qu'apparut la nouvelle cuisine, ou plutôt, comme je l'ai laissé entendre en commençant, la nouvelle cuisine, prônée par de grands chefs appartenant au star system gastronomique de ces années-là. Plutôt que d'analyser la controverse autour de la nouvelle cuisine dans les années 1970, je préfère revenir à la première polémique sur la nouvelle cuisine, la première nouvelle cuisine au XVIIIe siècle. Les deux époques, la première moitié du XVIIIe et ces années 60-70, sont des périodes de rupture, où l'on constate la récurrence des mêmes thèmes dans tous les domaines du savoir et de la réflexion. Ainsi en va-t-il du débat sur la cuisine dans les années 30-40 du XVIIIe siècle. Le débat sur la nouvelle cuisine, cela peut paraître surprenant, mais fait écho, en fait, aux grandes mutations, que ce soit aux grandes mutations du moment, que ce soit dans les sciences, dans l'esthétique, dans la philosophie. Alors, les auteurs de livres de cuisine, dans ce moment polémique du XVIIIe siècle, se font la guerre, et toute cette littérature culinaire est pleine de pièges, parce que souvent des cuisiniers critiquent les vieilleries de leurs prédécesseurs au moment même où ils les recopient. Mais au-delà de ces petites rivalités d'auteurs, apparaît véritablement, dans ces années du XVIIIe siècle, effectivement une nouvelle cuisine. Et les cuisiniers qui la défendent, qui la promeuvent, sont mis en cause, ils sont sur la sellette, sur la défensive,
Et à ce moment-là, ils appellent à la rescousse pour rédiger les préfaces de leurs livres de cuisine des hommes de lettres qui, sans être du métier, sont capables, par leur connaissance, de répondre à toutes sortes d'attaques. Le premier cuisinier à le faire est Marin, qui place en tête de son livre publié en 1739, intitulé « Les dons de Comus ». Comus, c'est le dieu des festins chez les Romains. Il place en préface un avertissement écrit par 2 jésuites, c'est-à-dire des hommes d'église. Ils ont publié l'un et l'autre quelques ouvrages savants, et l'un est professeur au collège Louis-le-Grand. Eh bien, pour ces préfaciers jésuites, la nouvelle cuisine est beaucoup plus raffinée que l'ancienne. Elle est à leurs yeux une espèce de chimie, d'une délicatesse sans équivalent auparavant. Aux détracteurs de la nouvelle cuisine, ils opposent 2 arguments constamment repris par la suite. Le premier concerne la diététique. La nouvelle cuisine est recommandée comme cuisine de santé parce qu'elle est en elle-même une sorte de digestion, prédigestion, qui consiste à alléger, à purifier les aliments. Le deuxième argument, et nous le retrouverons, appartient au registre de l'esthétique, un domaine d'investigation philosophique qui, dans ces années-là, est en pleine expansion. Eh bien, ces 2 jésuites nous disent que par sa recherche de l'harmonie, l'art nouveau du cuisinier mériterait de venir prendre toute sa place au sein des beaux-arts. En réponse à cette défense de la nouvelle cuisine, paraît aussitôt un opuscule très caustique écrit par un diplomate. Il se moque de ces cuisiniers savants qui sont associés à des précieuses ridicules. La nouvelle cuisine ne serait qu'un avatar parmi d'autres, d'une mode efféminée, oublieuse, écrit l'auteur, de la rusticité de nos pères. Est connue, cette nouvelle cuisine, que des petits cercles parisiens. Dans cette vision polémique, une même réprobation englobe les adeptes de la nouvelle cuisine et, écrit l'auteur, les beaux esprits modernes, amoureux du neuf, c'est-à-dire de cet esprit philosophique qui a fait de si grands progrès en France. On qualifiait de beaux esprits dans ces années-là les néologues, dont je vous parlais tout à l'heure, qui voulaient renouveler la langue. Et d'ailleurs, au moment du débat sur la nouvelle critique en France, dans les années 60-70, on stigmatisera pareillement le jargon prétentieux et dépravé des critiques parisiens à la mode. Et on retrouve absolument les mêmes métaphores, les mêmes stigmatisations, que ce soit dans le domaine de la néologie, du jargon des années 70 et de la nouvelle cuisine au XVIIIe siècle. Donc, au XVIIIe, on se moque à la fois des nouveaux mets et des nouveaux mots de la même façon. En vérité, par sa défense des produits et du goût des choses, la nouvelle cuisine n'avait rien de maniéré, ni rien de sophistiqué. Elle s'annonçait plutôt comme un processus de régénération que de décadence. À cette charge contre la nouvelle cuisine, un homme de lettres répond ensuite par une défense, dans un registre, c'est intéressant, presque spirituel. Il parle de l'onction de la cuisine. L'onction, c'est un terme religieux, par lequel on qualifie aussi la rhétorique religieuse. Fait allusion aux huiles saintes. Donc cette nouvelle cuisine a quelque chose de, non seulement de santé, mais presque de spirituel. Il évoque aussi, par une formule très amusante, l'âme des sauces. Si les sauces ont une âme, eh bien cette cuisine n'est pas pécamineuse. Elle n'est pas, on ne risque pas de donner dans le péché de gourmandise. Elle est permise. Elle ne saurait être ni un péché, ni un art meurtrier. Le dernier préfacier qui clôt la polémique sur la nouvelle cuisine au XVIIIe siècle est un académicien. Tout autant que l'argument médical et de santé, c'est la légitimation de l'art culinaire par la réflexion esthétique qui l'intéresse. Alors que l'abbé Batteux vient de publier 2 ans auparavant son célèbre ouvrage « Les beaux-arts réduits à un même principe », cet auteur, inspiré par tous les volumes d'esthétique philosophique qui paraissent à ce moment-là, écrit qu'il faut au cuisinier des palais délicats, comme à un profond musicien des oreilles fines et savantes.
et que le temps est donc venu de les promouvoir au rang d'artistes en fait de cuisine. Donc vous voyez que à la fin des années 40 du XVIIIe, il y avait toute une perspective résolument moderne qui s'ouvrait alors, appuyée pour la cuisine, appuyée à la fois par quelques jésuites et par des hommes de lettres, des auteurs sensibles aux idées philosophiques nouvelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les cuisiniers ont failli être désignés comme des artistes à part entière, ce qu'ils sont aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs. Eh bien, ce qui est très surprenant, ça fait partie des surprises que j'annonçais, c'est que cela va se refermer très vite, quelques années plus tard, en raison des rivalités de ceux qu'on va désigner comme les philosophes et des jésuites. Tout commence, c'est une autre querelle dans la querelle, quand Diderot publie en 1751 le premier volume de son encyclopédie dont il a été question hier. Je vous rappelle que l'encyclopédie est une entreprise monumentale, éditoriale du XVIIIe siècle, la plus importante, puisqu'elle se compose de 28 volumes, dont 11 de planches, et qu'elle a été publiée entre 1751 et 1770. Eh bien, l'encyclopédie voulait faire une synthèse de tous les savoirs, qu'ils soient techniques, esthétiques, scientifiques. Alors, quand Diderot publie son premier volume, eh bien, les jésuites ne sont pas contents parce que les jésuites publient depuis le début du siècle leur dictionnaire de Trévoux. Et ce dictionnaire de Trévoux a un caractère encyclopédique. Donc il y a une rivalité dans la transmission du savoir entre les jésuites, et tout à coup, c'est ces laïcs qui prétendent eux aussi transmettre le savoir. Donc les jésuites vont attaquer Diderot, et curieusement, ils vont se moquer de lui et l'attaquer sur le fait qu'il a publié des articles de cuisine dans les premiers volumes de l'encyclopédie. Et d'ailleurs, Diderot c'était pas une mauvaise action, mais c'est ce que tout le monde faisait. Pour les articles de cuisine, il avait recopié, il avait fait des emprunts à un dictionnaire économique domestique du début du siècle, sans le citer. Jean-Noël Jeanneney parlait du piratage aujourd'hui avec Internet, mais à ce moment du XVIIIe, il n'y a pas de droit d'auteur, et on peut dire qu'il y a une flibuste, toute une littérature corsaire faite d'emprunts, particulièrement dans les dictionnaires, qui se recopient sans cesse, qui se pillent. Alors, quand Diderot est moqué par les jésuites pour ses recettes de cuisine dans l'encyclopédie, eh bien, il a peur parce qu'il est le patron de cette entreprise. Il veut garder une certaine image de gravité. Il ne veut pas être traité de gourmand ni de pourceau d'Épicure. C'est le terme qu'employait Saint Jérôme contre Lucrèce, le grand poète matérialiste. Et de cette critique des jésuites vient sans doute le fait que dans l'encyclopédie, eh bien, on est très réticent par rapport à la nouvelle cuisine. Elle y est dénoncée, dans le grand dictionnaire de Diderot, comme une corruption du goût et le fait d'un caprice déréglé. Diderot conclut ainsi l'article Agneau. C'était dans les A. Il a écrit des articles sur la cuisine dans les 3 premiers volumes. Donc dans la lettre A, à l'article Agneau, il donne quelques recettes culinaires pour préparer l'agneau, qui sont assez simples, qui ne sont pas sophistiquées, et il commente. Voilà la vieille cuisine, celle de nos pères. Il n'est pas possible de suivre la nouvelle dans tous ses raffinements. Il vaudrait autant se proposer l'histoire des modes ou celle des combinaisons de l'alchimie. Tous les articles de la cuisine ne seront pas faits autrement, c'est-à-dire dans le dictionnaire. Nous ne nous sommes pas proposés de décrire les manières de dénaturer les mets, mais bien celles de les assaisonner. Alors Diderot marque, vous le voyez, une méfiance par rapport à cette nouvelle cuisine. Elle lui paraît trop sophistiquée, elle consiste à dénaturer les mets, et pour la qualifier, il a recours à la notion d'alchimie, alors que les défenseurs de cette cuisine avaient recours à la notion de chimie. Alchimie, c'est évidemment, pour lui, à ce moment-là, quelque chose d'évaluant. Et surtout, Diderot assure que rendre compte de la nouvelle cuisine dans tous ses raffinements est quelque chose qui lui apparaît aussi impossible que d'écrire l'histoire des modes. C'est-à-dire que le travail de Diderot dans l'encyclopédie, c'est un travail de définition. Eh bien, la cuisine échappe à la définition. Ce travail de définition est mis en défaut par la complexité infinie de l'art culinaire,
dont le vocabulaire est impossible à établir. À cette posture morale de Diderot s'ajoutent les échos d'une longue tradition philosophique. Dans le dialogue de Platon, intitulé le Gorgias, Socrate a défini la cuisine comme un savoir-faire, c'est-à-dire un non-savoir. À la différence du médecin, le cuisinier n'a, selon Socrate, ni méthode, ni certitude, et ne saurait donner l'explication de rien. C'est à mettre en doute que l'art culinaire puisse jamais entrer dans le système des connaissances. Et à l'article Beau de l'encyclopédie, Diderot exclut le domaine de la saveur du jugement esthétique, comme le fera ensuite Kant. On ne peut rendre compte, selon Diderot, de la réussite d'un plat comme de la composition d'un tableau ou d'une œuvre musicale, parce qu'il s'agit d'un plaisir qui n'a rien à voir, pense-t-il, avec l'entendement. Ainsi est déniée toute dimension intellectuelle ou esthétique à la gastronomie, contrairement à ce qu'avaient suggéré certains préfaciers des livres de cuisine. On constate donc, sur ce thème de la nouvelle cuisine, qu'il y a tout un va-et-vient entre des avancées notables et des régressions toujours possibles. Pour terminer, je veux conclure rapidement en m'interrogeant un instant sur la cuisine comme nouvel objet du savoir. Un objet du savoir qui a mis très longtemps à s'imposer comme légitime. Eh bien, sur ce point, il me convient d'évoquer la mémoire de Roland Barthes, dont le nom a été plusieurs fois prononcé, qui a été associé à la notion de modernité pendant tant d'années, et dont on a commémoré l'an dernier le centenaire de la naissance un peu partout dans le monde. Barthes a toujours montré la voie en assurant qu'aucun sujet d'étude n'était tabou. En ce qui concerne le thème de l'aliment, on le trouve dans nombre de ses livres. Je citerai simplement L'Empire des signes, son beau livre consacré au Japon, puisque nous avons parlé du Japon hier, et il y a des passages absolument remarquables sur la cuisine, enfin sur le rapport japonais à l'aliment. Dans Roland Barthes par Roland Barthes, sous la rubrique « Projet de livre », Barthes mentionne des livres qu'il souhaiterait faire, une encyclopédie de la nourriture, diététique, histoire, économie, géographie et surtout symbolique. Il ne fera pas ce livre, mais en fait, il a tout de même écrit une préface pour la physiologie du goût de Brillat-Savarin, un livre de 1825 et qui est considéré comme un livre fondateur de la tradition gastronomique en France. Dès 1961, Roland Barthes avait regretté, dans un article publié par la Revue des Annales, il avait regretté, en des termes comme toujours précis et percutants, que, pour le chercheur, la nourriture reste un sujet futilisé ou culpabilisé. Eh bien, il en va différemment aujourd'hui, puisque le thème alimentaire, comme vous le savez, c'est même presque une mode, un peu dans le monde entier. En tout cas, cette recherche sur l'aliment est faite et menée un peu partout dans le monde, dans les sciences humaines. Donc, ce thème de l'aliment et de la cuisine a mis longtemps pour se légitimer, pour s'imposer, mais il a fallu pour cela des penseurs comme Roland Barthes qui soient des passeurs, des éclaireurs et des pionniers. Je vous remercie.